C'est parti pour 23 km à peu près jusqu'à Cassar de Caceres. Alors, le soleil est levé, mais il fait frais. Bon, alors il reste quand même pas mal d'eau stagnante. Et comme hier, je me suis mouillé les pieds parce que j'ai dû me frayer un chemin à travers de véritables marigots, je me demande si je vais pas marcher le long de la route pour les 2 ou 3 premiers kilomètres. Je vais devoir passer cette petite chaîne de collines avant de redescendre sur Caceres. Toujours accompagné de la nationale 630. Merci de m'encourager, l'oiseau. Ah, ça monte. Qui m'a dit que la Via de la Plata c'était tout plat? C'est pas tout plat, mais c'est beau. Je viens de voir débouler un gros sanglier devant moi. Et il y en a un autre qui grognait dans le coin sur la droite. Ça surprend. Je devrais arriver au point culminant de cette étape. Qui est d'ailleurs une zone militaire à côté de laquelle je passe. Si ça se trouve, les sangliers que j'ai vus, c'était des commandos en patrouille, déguisés. Ah, ils sont forts ces Espagnols. En fait non, je ne suis pas arrivé au point culminant de l'étape. Parce que Caceres est encore un petit peu plus haut. Passage à l'heure d'été. La chaleur est venue tout d'un coup. Il est sur on-off le soleil ici. Et face à moi, ça doit être Caceres. Bien, maintenant que c'est un peu plus plat, reprenons la saga de notre famille Eriksson. Dans l'épisode précédent, les Eriksson s'étaient retrouvés sur la côte polonaise, pas très loin d'une petite rivière qu'on appelle maintenant la Vistule. Ils s'installent, construisent leur maison, mais au bout de quelques temps, ils voient arriver dans leur hameau un individu suspect. Non seulement suspect, mais aussi suspicieux. Mais qui cela peut-il bien être ? L'individu en question se présente comme un messager du roi Bérige. Forcément, le père Eriksson rit sous cap. Ah, messager,
voilà, qui n'a pas fini d'émigrer. Bref, il paraîtrait donc, selon l'individu en question, que le roi Bérig est le maître des terres qu'occupe indûment la famille Eriksson et ses amis. Il y en a qui me narguent. Mais qui est donc ce roi Bérig? Eh bien, vous le saurez après la petite côte. Alors, en plus, il court dans la côte. Ah, ça descend. Les Eriksson sont un peu dépités. Ils avaient quitté un chef qui se prétendait roi. Ils avaient traversé la mer pour être peinards. Et là, on vient leur parler d'un autre roi. Si les Eriksson avaient lu l'histoire d'Ego de Jordanès composée en 551, eh ben, ils n'auraient pas fait cette erreur. Ils seraient allés plus au sud. Qui était donc Bérig? Eh bien, Bérig, dont d'aucuns m'a dit qu'il s'appelait en fait Bering. Bérig donc a été le premier, selon la légende, à traverser la mer Baltique pour passer du sud de la Suède en Pologne. Quelle drôle d'idée! Peu de temps avant que les Eriksson décident de partir, Béring affréta 3 bateaux. 3 bateaux et des 3 de Béring, c'est lui qui arriva le premier. Ah, elle est nulle celle-là. Pourquoi ce roi légendaire partit-il? Nul ne le sait. Mais il paraîtrait qu'il aurait dit vous n'aurez pas ma haine en partant. Et c'est ainsi qu'il changea son nom de Béring en Bérig. Voilà, la deuxième couche, ça c'est fait. Comme tout roi qui se respecte, Bérig se sent un peu à l'étroit dans ses terres. Avoir la fève avec la toute petite part de galette des rois, c'est pas ça qui va remplir l'estomac. Du coup, il regarde alentour ce qui est disponible à la conquête. D'accord, l'endroit n'est pas forcément super. Entre les forêts de pins et les forêts de bouleau, il n'y a pas grand-chose. En plus, l'hiver, il caille. Mais forêt de pins ou forêt de bouleau, plus on a de boulot, mieux c'est. Et plus on a de boulot, plus on peut manger de pain. Donc, Bérig décide de partir à la conquête des peuples alentours. Vous avez vu comme je suis fort? Télékinésie. Salut les filles. J'entre dans les faubourgs de Caceres. J'espère que vous m'avez pas cru tout à l'heure quand j'ai parlé de télékinésie. En fait, c'est l'italien Franco qui, me voyant arriver derrière lui, m'a proposé de me filmer. En me disant, je te vois tout le temps filmer, mais toi on ne le voit jamais. Ça, c'est peut-être pas l'avis de ceux qui voient ma tête tout le temps sur YouTube. L'entrée dans Caceres est beaucoup plus longue que je ne le prévoyais. C'est vrai que Caceres,
C'est la capitale de la province de Cáceres. Cáceres, en tout cas le vieux Cáceres, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je m'y serais bien arrêté, mais si je m'arrête à tous les endroits que je veux visiter, je ne vais pas avancer. Et devant moi là-haut, c'est le vieux Cáceres. Il va falloir que je le mérite, ce second petit déjeuner. C'est raide. Les Romains, eux, ils auraient mis un escalator. C'est marrant parce que certaines rues me rappellent le vieux Puy-en-Velay. Ça, c'est la Casa del Sol, qui date du XVIe siècle. Alors, il paraît que c'est un bâtiment gothique, mais c'est marrant parce que la porte d'entrée présente un arc en plein cintre. Alors, taverne Lancelot. Si ça se trouve, je vais retrouver Perceval et Caradoc. J'avais oublié qu'aujourd'hui c'était dimanche. Et que dans la conne cathédrale, c'était la messe. Donc j'allais pas rentrer avec mon sac à dos, mes bâtons et mon téléphone en train de filmer partout. Bon, c'est super joli le centre, mais il n'y a rien à bouffer, à part des hosties. Je vais peut-être le prendre, ce second petit déjeuner. Bien, après ce second petit déjeuner tardif, il est temps de repartir. Et là, il est vraiment temps parce que les clés de l'auberge municipale de Cassar des Cáceres se retirent à l'office du tourisme qui ferme à 2 heures. Donc je viens de téléphoner pour demander si on pouvait retirer les clés ailleurs, mais il n'y a pas moyen. Donc comme il reste 12 km à faire, il va falloir que je rush un peu. Et comme il n'y a pas d'autre hébergement disponible à Cassar des Cáceres, si j'ai pas ma clé, je dors dehors. Bon là il fait beau, ça va, mais le matin ça caille un peu. Donc je vais peut-être pas beaucoup parler. Mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas le roi Bering. Tu veux pas m'amener, ça m'arrangerait. Oh allez quoi. Et avant de redescendre sur Cassar des Cáceres,
j'ai une montée raide qui m'attend. Et donc arrête de parler. M'énerve celui-là à courir. Les montagnes enneigées qu'on voit là-bas, ça doit être les montagnes du système central. Et je dois dire que malgré la pente, qui heureusement là s'adoucit, la vue est plutôt chouette. Mais faut quand même que je me dépêche un peu. Oh bah, je suis déjà arrivé en haut, dis donc. Bien, je vais donc profiter de cette descente pour continuer avec le roi Bérigd. Bérigd donc revendique les territoires qui sont situés sur l'actuelle côte polonaise. Et le premier peuple qu'il va vouloir soumettre, ce sont les Ruges. Les Ruges, c'est un peuple germanique, pour changer, qui se situe un peu à l'ouest de là où se sont installés les Eriksson. Bérigd enrôle donc les fils Eriksson et soumet rapidement les Ruges. Les choses auraient pu en rester là. Tout ce petit monde aurait pu vivre paisiblement sur les bords de la Baltique, se baigner l'été dans une eau à 12 degrés, vivre au milieu des pins, des bouleaux, se raconter des histoires au coin du feu pendant qu'il fait moins 60 dehors. Moins 60, t'exagères peut-être un peu. Moins 30. Ah, c'est chaud. Bref, l'un des fils d'Eriksson susurre à l'oreille de Bérigd que, bon, les rives de la Baltique, c'est bien, mais on se pèle l'hiver, le paysage est pas super, et puis, ouais, se peler l'hiver en buvant de la tisane d'écorce de bouleau. En plus, faut récolter l'écorce de bouleau, ça fait super mal aux doigts. Il serait peut-être temps d'émigrer ailleurs. Évidemment, ça intéresse Bérigd, parce que lui aussi, les rives de la Baltique, c'est pas trop son truc. Le fils Eriksson fait habilement remarquer au roi Bérigd que le fleuve à côté duquel ils vivent, qui est un grand fleuve, doit bien venir de quelque part. Super logique. Et donc, s'il vient de quelque part, pourquoi ne pas y aller? Le fleuve en question, c'est la Vistule, qui se jette à peu près au niveau de Gdansk et qui prend sa source vachement en Europe centrale. En ces temps troublés, pourtant, les espions sont partout. Et un espion qui écoutait les deux hommes pique l'idée au fils Eriksson. Et il décide d'explorer lui-même. Du coup, il vistule et se retrouve en Hollande. Alors là, il faut suivre l'actualité politique. Bref, le fils Eriksson propose au roi Bérigd qu'il aille explorer l'amont du fleuve Vistule. Et il reçoit l'aval du roi Bérigd.
une expédition légère est donc montée sous la direction du fils Ericsson qui a pris du galon. Et c'est au cours de cette exploration qu'ils vont faire la connaissance d'un peuple qui s'est installé à peu près 3 siècles plus tôt, à peu près au centre de la Pologne. Peuple qui est passé là où je marche et que vous découvrirez demain. Parce que là, faut que j'avance un peu. Il faudra quand même que tu penses à faire un résumé des épisodes précédents. Parce que je suis pas sûr que les explications aient été bien claires. Puis ça fait pro hein, dans les épisodes précédents. Tu prends une voix grave, dramatique, c'est top. Pardon madame, auriez-vous vu par hasard Cassar des Caceres? Je suppose que je dois prendre ça pour un nom. Ça peut être loin quand même. J'arrive à Cassar des Caceres, dont j'aperçois là-bas l'église. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas de cigogne sur le clocher. Maintenant, plus qu'à retirer la clé de l'albergue à l'office du tourisme. Et comme Marco et Gabriel sont loin derrière moi, je vais aussi retirer les clés pour eux. Forcément, l'office du tourisme est à l'autre bout. Bon, bah c'est plutôt cool. Voilà, fin de cette étape de 23 km où j'ai un petit peu rushé à la fin, mais je suis arrivé dans les temps. Demain, l'étape est un peu plus longue jusqu'à Cagnaveral et normalement, je ne devrais pas avoir d'heure limite d'arrivée. Donc on continuera forcément avec les Ericsson et en attendant, je vais aller manger parce que j'ai faim et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.